Bonjour, bonjour à tous, bienvenue à la Cité de l'Espace pour ce nouveau Café Alpha que nous allons passer ensemble. Café Alpha dans le cadre du suivi de la mission Alpha, la mission de l'astronaute Thomas Pesquet de l'Agence spatiale européenne. Vous savez qu'ici à la Cité de l'Espace, on a mis un dispositif pour vous permettre de suivre tout au long de la mission ce qui se passe dans la Station spatiale internationale. On est vraiment au cœur de ce dispositif et nous recevons tout au long de la mission des invités qui font partie de ce qu'on appelle souvent la team alpha, c'est-à-dire pour envoyer un astronaute dans l'espace, il faut plein de gens sur Terre qui préparent la mission et qui accompagnent l'astronaute, en l'occurrence Thomas Pesquet, dans ses programmes. Donc, parmi ces invités, aujourd'hui, pour ce 7e Café Alpha, nous avons la chance d'accueillir Sébastien Roquette. Alors nous sommes habillés pareil, hein, c'est vraiment le hasard. Bonjour Sébastien tout le monde. Roquette du CNES. Bonjour Christophe. Alors, le CNES, le Centre national d'études spatiales, dans lequel Sébastien, on va se tutoyer parce qu'on se connaît depuis quelques temps déjà. Donc, qu'est-ce que tu fais au Centre national d'études spatiales? Beaucoup de choses, je crois. Ouais, oui, pas mal de choses. Ouais, alors, on n'a qu'une demi-heure, donc il va falloir résumer. Félicitations pour ta tenue vestimentaire aussi, je trouve que c'est parfaitement accordé. Très heureux, oui, d'être là parmi vous pour pouvoir parler de cette mission et de ce que le CNES apporte dans le cadre de cette mission. Moi, spécifiquement, au CNES, où je travaille depuis maintenant une vingtaine d'années, je m'occupe de plusieurs choses autour de l'impesanteur. Premièrement, je suis responsable du programme de vol parabolique. Mon avion 0G ne me quitte jamais. Et puis responsable aussi de développement d'expérience pour la Station spatiale internationale, donc dans le cadre de la mission Alpha notamment. Alors tout au long de ce café, vous voyez, on commençait à boire le café avec Sébastien, mais on va discuter, on n'aura pas le temps de le finir. On va avoir, j'ose le dire, peut-être Monsieur Impesanteur avec nous, parce que toutes les activités que tu suis, que tu réalises, que tu accompagnes au CNES sont toujours liées à cette fameuse impesanteur. Alors vous savez, des fois on dit apesanteur, impesanteur, c'est la même chose. Peut-être qu'on se remet dans la tête, c'est quoi l'impesanteur? Parce que c'est quand même quelque chose un peu particulier, souvent pas forcément bien compris. Tu fais bien de le préciser, parce que c'est vrai que c'est une notion qui n'est pas forcément évidente. On utilise le terme d'apesanteur, c'est vrai, hein, d'impesanteur. Parfois même, les scientifiques, ou nous-mêmes, hein, dans le cadre de notre métier, on dit micro-pesanteur. Alors, c'est pas pour faire les malins, hein, c'est parce qu'on se place dans des situations, que ce soit dans l'ISS ou dans l'avion 0G, où il y a un tout petit résidu de pesanteur, et du coup, c'est pas l'impesanteur parfaite, rêvée. On est en micro-pesanteur, pour dire qu'il en reste un petit peu. Mais quoi qu'il en soit, c'est bien cette situation particulière où on flotte librement dans une station orbitale, dans l'avion, en orbite autour de la Terre. Et cette situation-là, elle n'est possible que sur une trajectoire de chute libre. Alors, ce n'est pas la chute libre des parachutistes, hein, c'est la chute libre au sens physique du terme. On tombe dans le champ gravitationnel et on est en impesanteur. Donc si comme tout d'un coup le sol se dérobait sous nos pas, qu'on tombe indéfiniment, et là on ne subit plus, on ne ressent plus en tout cas les effets de la pesanteur, et c'est ce qui nous fait, comme tu dis, flotter. Alors ça c'est ce que vivent, on le voit bien, hein, les astronautes, dont Thomas Pesquet, dans la Station spatiale internationale, ou dans d'autres vaisseaux spatiaux, mais cet état-là d'impesanteur, on ne peut pas facilement le reproduire sur Terre, pratiquement pas. Il n'y a qu'un moyen. Et c'est ce moyen que tu connais bien. Oui, alors, il y en a plusieurs en vérité. On peut sauter de sa chaise, mais c'est vrai. C'est pas très efficace pour faire de la recherche. On va pas le faire là, recherche. mais on va le faire tout à l'heure. Ouais, pour de la recherche scientifique, c'est un peu limité. On peut avoir recours à des tours ou des puits à chute libre. Et évidemment, l'un des moyens phares, on va dire, c'est cet avion qui reproduit cette trajectoire de chute libre, trajectoire balistique. Et pendant ces 25 secondes là, que dure la fameuse parabole, comme on l'appelle, eh ben on est en impesanteur dans la cabine. D'ailleurs, je crois qu'on va voir une image ou deux qui nous montre justement ce qu'il y a à l'intérieur de ce fameux avion 0G que tu as apporté, où cet état d'impesanteur, alors tu le dis, 20 secondes, c'est pas très long en fait. C'est vrai, c'est pas très long. Et c'est plusieurs paraboles comme ça qui sont réalisées sur un même vol. Oui, au cours d'un vol, on va réaliser 30 paraboles. On peut en faire plus, mais on a considéré que c'est un bon nombre. On fait 30 paraboles. Et les scientifiques qui sont à bord répètent les mesures. Là, on voit l'avion. C'est une vraie photo qui a été prise il y a 2 ans par la patrouille de France, en juin 2019. On voit l'avion dans sa phase de cabré au moment où il va être amené sur cette trajectoire
pseudo-orbital, là, où il va être libéré un petit peu comme un satellite, là, ou comme on tape dans un ballon. Il va être en chute libre, et il va donc se projeter dans cet état d'impesanteur avec tout ce qui est à l'intérieur. Et effectivement, ces 20 secondes suffisent pour la plupart des expériences scientifiques qu'on accueille. D'autant que ce sont des phases qui sont répétées au cours du vol. Et au cours d'une même campagne de vol, on va réaliser 3 vols. Donc on a 90 fois la possibilité d'être en impesanteur sur une campagne, donc 90 points de mesure différents pour les équipes scientifiques. Donc c'est vraiment la valeur finalement de cet outil. Donc il n'y a vraiment que ce moyen de reproduire l'impesanteur sans aller dans l'espace. Mais alors, on va le dire tout de suite, cette impesanteur-là, on dit souvent, c'est pas l'objectif d'être en impesanteur. L'objectif, c'est d'utiliser cet environnement si particulier, alors à la fois pour réaliser des expériences scientifiques, on va en parler, parce que dans cet environnement, les phénomènes ne se déroulent pas et ne se reproduisent pas comme ils le font sur Terre. Et puis c'est l'occasion aussi, évidemment, d'entraîner les astronautes qui vont ensuite partir dans l'espace. Il y a ces 2 volets-là dans les campagnes de vol. Tout à fait, c'est exactement ça. Ouais. L'impesanteur, ce n'est pas forcément la finalité. Voilà. Pour nous, c'est un laboratoire de recherche en impesanteur. C'est un outil, en fait. L'impesanteur, c'est comme si on essayait d'avoir un angle de regard d'une notion scientifique un petit peu différent. On change de point de vue. On supprime les effets de la pesanteur, et du coup, on a un autre point de vue sur un phénomène physique, physiologique, biologique ou autre, et ça nous permet de mieux comprendre ce phénomène dans une situation telle qu'on ne pourrait pas la reproduire sur Terre. Et l'impesanteur, c'est aussi je devrais dire la pesanteur qu'on ressent sur Terre, elle masque des phénomènes. Donc il y a des phénomènes qu'on ne peut pas observer sur Terre. Donc on les place en impesanteur pour les observer. Et effectivement, l'autre volet, c'est aussi de contribuer à l'exploration spatiale en entraînant les astronautes ou en préparant des matériels, des dispositifs qui sont destinés à l'espace. Alors justement, on va peut-être s'appesantir, si j'ose dire, sur ce dernier point, puisque on a parlé de la mission Alpha, donc ça fait déjà plusieurs semaines que Thomas Pesquet est dans la Station spatiale internationale. Et Thomas Pesquet, comme les autres astronautes européens, ils passent dans cet avion 0G, donc tu les vois passer en tant qu'instructeur, on peut dire ça. Tu les vois passer tous, tu as vu passer Thomas Pesquet. Comment ça se passe en fait? Une préparation d'un astronaute qui va bientôt partir et qui vient dans ce Alors le vol parabolique, pour eux, c'est un peu la récré quand même, parce qu'au départ, moi je me souviens lorsque Thomas et ses acolytes sont arrivés pour leur premier vol parabolique, c'était un peu la découverte. On leur a dit, bon voilà, vous êtes sélectionnés, vous êtes maintenant officiellement astronaute de l'Agence spatiale européenne. Bon, le seul problème, c'est que vous n'avez jamais été dans l'espace. Vous n'êtes jamais allé en impesanteur. Donc, on va vous proposer le petit voyage. Et vous allez avoir un avant-goût de ce que vous aurez ensuite dans l'ISS. Donc, ils ont fait un vol parabolique de découverte. Ça a été le premier contact avec l'impesanteur. Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Ils étaient joyeux. C'était vraiment... il y a même certains, je ne dirais pas les noms, qui étaient un peu difficiles à canaliser. Bon, c'était vraiment la récré. Et puis, on les a revus au fil des années pour leur entraînement. Alors l'Agence spatiale européenne, en particulier le centre d'entraînement des astronautes, est venu avec les astronautes régulièrement pour les entraîner à la manipulation de dispositifs qui sont dans l'ISS et pour les acclimater à ce qu'ils devront utiliser plus tard dans l'ISS. Je pense par exemple aux sorties extravéhiculaires où on apprend à manipuler les mousquetons sur les mains courantes avec les gants qui ne sont pas forcément très pratiques. On le voit un petit peu d'ailleurs sur l'image qu'on a juste derrière vous, que vous voyez aussi. On voit Eh ben, là, ce qu'on voit, en fait, c'est la cabine expérimentale de l'avion, donc la zone expérimentale, telle qu'on l'appelle. Toutes les parois sont recouvertes de tapis qui permettent d'absorber les chocs lorsqu'on revient en situation de pesanteur normale. Les expériences sont fixées au sol. Et là, pour la photo, j'ai demandé tout simplement aux scientifiques et à Jean-François Clairvoy de se mettre un peu en scène pour bien montrer qu'on est en impesanteur. Alors, Jean-François, il est collé au plafond comme à son habitude. Et puis les scientifiques, là, je leur demande de se lâcher un petit peu, de se retrouver en impesanteur pour montrer un petit peu à quel point ça peut être une sensation agréable. Cela dit, ça reste très studieux. Là, on a vraiment l'impression que les gens sont détendus, c'est le cas,
mais on travaille de manière détendue, mais de manière tout à fait sérieuse. Et oui, parce que le temps est compté. Tu disais, c'est une vingtaine de secondes par parabole, donc pendant 20 secondes, il y a vraiment cet état d'impesanteur, puis on revient ensuite à un état même d'hyperpesanteur. Ouais, c'est clair. Donc il ne faut pas trop perdre son temps, il faut pouvoir faire passer alors un maximum d'entraînement quand on parle des astronautes, mais aussi un maximum d'expérience, puisqu'il y a des laboratoires de recherche, des universitaires, des étudiants, qui embarquent aussi dans cet avion 0G pour des expériences particulières. Tout à fait, ouais, c'est ça. Ça fait 30 ans que le CNES propose les vols paraboliques aux laboratoires de recherche académiques d'une façon générale. C'est ouvert aussi aux entreprises, hein. Tout le monde est accueilli à bras ouverts. À bras ouverts, comme on le voit sur la photo de l'équipe Alpha du CNES, hein, qui est l'équipe de collègues avec qui nous avons développé les expériences de la mission. Et ce vol parabolique, depuis 30 ans, il a permis de réaliser des centaines de protocoles scientifiques et donc permis la publication de milliers de publications scientifiques de premier niveau. Donc c'est vraiment un outil majeur de la recherche spatiale. Un vrai laboratoire et puis de formation. On l'évoquait juste avant de commencer ce Café Alpha. Tu étais encore ce matin à Supaéro, l'école d'ingénieurs qui forme justement des ingénieurs aérospatiales, et où est passé et où a été élève Thomas Pesquet et Jean-François Clairvaux, d'ailleurs, dont on a parlé. Et tu me disais que ces étudiants de Supaéro, d'ailleurs on salue Supaéro, nos amis de Supaéro, ils étaient en train de préparer des expériences pour embarquer dans ce 0G. Oui, c'est clair que Toulouse est un très bon tissu de formation aéronautique et spatiale. On n'a pas seulement les entreprises qui sont basées autour de Toulouse, hein, il y a aussi les instituts de formation. Donc je salue effectivement les étudiants de Supaéro. Je salue également les étudiants de l'IPSA. Tiens, ils étaient en soutenance de grands projets hier également. Il y avait quelques projets associés au vol parabolique. Donc c'est vraiment une thématique, la thématique spatiale et la thématique du vol habité, qui occupe énormément les étudiants et qui les passionne. Ça, c'est une certitude. Alors avant de poursuivre un petit peu plus, on va parler des expériences qui sont embarquées, notamment dans la mission Alpha avec Thomas Pesquet. N'importe qui peut aussi avoir cette expérience d'impesanteur en partant dans cet avion 0G, qui est basé d'ailleurs à Mérignac, à côté de Bordeaux. C'est bien ça, hein. Maintenant, n'importe qui, vous peut-être, si vous avez envie de faire cette expérience, alors il faut s'acquitter d'un billet, hein, mais un peu particulier, mais c'est possible, on n'a pas besoin d'être... Oui, c'est possible, absolument. Ouais. Depuis 2013, en fait, avec Novespace, la filiale du CNES qui est propriétaire de l'avion, et avec qui nous travaillons à l'organisation opérationnelle des campagnes, on a rendu possible l'ouverture des vols paraboliques au public. Alors certainement, comme tu l'as dit, hein, c'est quand même le prix d'un billet un peu cher, quelques milliers d'euros, mais c'est le prix d'un voyage un petit peu cher. Mais franchement, on a des passionnés depuis maintenant 8 ans, des passionnés qui viennent découvrir l'impesanteur, qui viennent découvrir ce laboratoire de recherche, parce qu'évidemment, on en profite pour leur faire cette espèce de journée porte ouverte dans un laboratoire de recherche un peu particulier, sont toujours ravis et ne regrettent absolument pas l'argent qu'ils ont dépensé pour faire ce voyage-là. Donc c'est vraiment l'affaire de passionnés. Et moi, je suis toujours vraiment ravi de partager ça, y compris avec le public qui vient découvrir cette activité. On m'a même dit qu'il y a eu des mariages qui ont été célébrés en 0G. Oui, il y a eu des cadeaux. Il y a des cadeaux de mariage, il y a des annonces, des demandes en mariage. Ah, des demandes en mariage aussi. Oui, non, c'est formidable. Des départs en retraite, des cadeaux d'anniversaire. Enfin, vraiment, là, il ne manque pas d'idées, hein, les gens, pour pouvoir trouver un prétexte pour venir s'envoyer en l'air avec nous. Oui, tout se passe bien par rapport aussi il y a une acclimatation quand même à avoir. On en parle souvent, les astronautes, par rapport à cette impesanteur qu'ils ne connaissent qu'à coup de 20 secondes, hein, c'est ce qu'on vient de dire, hein, pour s'entraîner, en tout cas pour ceux qui vont partir pour la première fois. Il y a quand même un petit peu un mal de l'espace qui peut être ressenti par un nouvel astronaute arrivant à bord, ou peut-être même pour sa deuxième mission. Oui, ça peut effectivement être le cas. Ces troubles-là, en fait, ils sont tout à fait normaux. Hein. Ça s'apparente au mal des transports, en fait, tout simplement. On vient perturber notre perception de l'environnement. Et notre oreille interne, en fait, elle ne capte plus les choses de la même façon. Et tout le système, en fait, de perception de l'environnement est perturbé. Et le cerveau renvoie une information en disant « Attention, alerte, il se passe quelque chose qui n'est pas normal, donc je suis malade ». Alors ça peut arriver, du coup, mais ça représente une partie de la population des volants qui est extrêmement faible. Hein. C'est bien loin de la légende urbaine qui dit que tout le monde est malade dans cet avion.
Donc il y a même des stars qui ont contribué à la prolifération de cette idée-là, je pense pour redorer un petit peu leur image en disant « moi, je n'ai pas été malade ». En fait, non, c'est très peu de gens sont malades. Hein. Pour l'essentiel, pour l'immense majorité, les gens vont certes avoir besoin d'un peu d'acclimatation parce que c'est une sensation déroutante, mais vont très très vite s'acclimater et prendre énormément de plaisir à pouvoir flotter librement dans la cabine, voire même, ce qu'on fait avec l'avion, marcher sur la Lune ou marcher sur Mars. Et oui, ça c'est possible aussi avec des trajectoires un petit peu différentes, Ouais. qui permettent de Tout à fait. retrouver l'attraction, alors j'allais dire terrestre, mais elle n'est pas terrestre si on est sur la Lune ou sur Mars, attraction lunaire ou attraction martienne, qui n'est pas la même que l'attraction terrestre. Bon, Thomas Pesquet a été un bon élève pendant ses derniers vols 0G. Il est même devenu pilote du 0G. Donc, il est devenu pilote du 0G. Pareil, Il a carrément passé de l'autre côté. Ouais, moi j'aurais bien aimé aussi, mais il m'a grillé la place. Donc il était bien préparé pour cette deuxième mission, on rappelle, sa première mission en 2016, 6 mois dans l'espace, la mission Proxima. Et puis le revoilà à nouveau donc, pour cette mission Alpha pour 6 mois dans l'espace, avec à la fin, vous savez, de sa mission un statut un peu particulier, statut de commandant de bord. Et c'est la première fois qu'un Français est commandant de bord, donc c'est quand même, dans l'ISS, c'est quand même un sacré signe de reconnaissance. Alors Thomas est parti dans le cadre de cette mission, comme les autres astronautes de l'Agence spatiale européenne, dans le cadre de grands programmes scientifiques. Ça, c'est important quand même à souligner. Hein. Les astronautes européens, comme les autres astronautes d'ailleurs, partent pour, en général, 6 mois maintenant, pour réaliser des programmes qui sont des programmes de longue haleine. Donc, je crois que c'est une centaine d'expériences qui attendent. Il a déjà commencé, Thomas, pendant sa mission, c'est ça ? Oui, tout à fait, ouais. Et sur ces centaines d'expériences, il y en a, on va dire, une cinquantaine qui sont européennes et une douzaine qui ont été imaginées, conçues, réalisées en France, et notamment ici à Toulouse, au CNES, dans le laboratoire du CADMOS. On voyait tout à l'heure l'image de l'équipe du CADMOS, donc au CNES, qui s'occupe spécifiquement de ça. Donc tu as participé, Sébastien. On les voit, voilà, ils sont tous aussi avec le même polo que Sébastien. Ouais. On le voit au centre. Donc vous avez préparé tous ensemble toutes ces expériences. Ça dure combien de temps en fait pour préparer ces expériences ? C'est sûr que c'est un travail de longue haleine. Et ce que tu disais est vraiment très important. C'est que finalement, ce programme européen, premièrement, c'est une vraie coopération internationale. Alors là, effectivement, à l'échelle européenne, mais internationale malgré tout, parce que cet astronaute qui vole sous l'égide de l'Agence spatiale européenne, il vole dans un cadre international qui est celui de la Station spatiale internationale. Et c'est un des rares programmes, je dirais, sur lequel il y a une vraie coopération internationale, où tout le monde s'entend pour partager à la fois les ressources, l'investissement et les bénéfices en fait, de ces travaux. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner parce que c'est de grande qualité. Et nous, à notre échelle, au CNES, nous avons la responsabilité très régulière d'encadrer des expériences qui sont menées à bord de l'ISS pour des astronautes. Pas forcément les astronautes français ou les astronautes européens. Sinon, on s'arrêterait de travailler chaque fois qu'on arrête d'avoir une mission européenne à bord de l'ISS. Ce n'est pas le cas. On peut d'ailleurs signaler qu'il y a quand même une première, là, avec ce vol de Thomas Pesquet. On entre dans quelque chose une période qui n'a jamais été connue jusqu'ici. Il va y avoir 18 mois de présence européenne en continu dans la Station spatiale internationale. Thomas Pesquet, donc, qui a commencé cette espèce de trilogie. Tout à fait. L'astronaute allemand Matthias Maurer qui va le suivre et d'ailleurs être un petit peu de temps avec lui. Et puis Samantha Cristofori, c'est l'Italienne qui partira. C'est ça. Donc là, on a 18 mois d'Europe dans oui, l'espace. c'est bien. C'est une belle chose. Hein. Ça montre à quel point l'Europe tient quand même à cette activité, même si, bien sûr, on n'est pas tout à fait au même niveau d'investissement et de présence que les Américains ou les Russes. Et bien nous, donc, du coup, dans le cadre de ces missions-là, nous avons la charge de préparer des expériences et de les suivre, puisque nous avons une salle de contrôle également. Donc on assure tout le service. Le service de développement et de soutien au développement pour les équipes de laboratoires de recherche académique qui veulent proposer des expériences. On assure le développement avec ces équipes et la certification des expériences pour qu'elles puissent être embarquées dans l'ISS. Les contraintes de sûreté de fonctionnement sont telles qu'il faut vraiment beaucoup de temps et beaucoup d'expertise pour valider ça. Et ensuite, on assure le service après-vente puisqu'on est dans notre salle de contrôle pour assurer les opérations en vol avec ces expériences. Et bien tout ça, en fait, le travail de développement, pour la mission Alpha, ça a commencé pour nous il y a déjà 2 ans, avec ce qu'on a appelé la phase d'instruction, c'est-à-dire on fait un appel à idées, on regarde un petit peu ce qui existe,
ce qu'on a envie de développer nous-mêmes pour nos propres besoins de recherche technologique. Et une fois qu'on a délimité un petit peu le champ d'expérience qui nous intéresse, on va piocher là-dedans un certain nombre d'expériences. Je ne cache pas que, et l'équipe me contredira pas, je pense, 12 expériences dans le cadre d'Alpha. Pour notre petite équipe, là on voit une partie de l'équipe, hein, c'est les gens qui ont développé, mais on est au CADMOS une cinquantaine de personnes à tourner autour. C'est vraiment une charge de travail colossale. Et 2 ans de travail pour développer tout ça, c'est vraiment un vrai challenge, un vrai défi. Alors c'est vrai que ces expériences-là, elles sont très variées, et on le rappelle, donc qu'est-ce que tu disais pour les expériences françaises, mais aussi européennes et même d'autres internationales, c'est ici à Toulouse, dans cette salle de contrôle où on est en direct, et vous êtes en direct avec les astronautes pour les aider, et ça se passe ici. Ces expériences, on y revient, les françaises, elles sont de différentes natures, scientifiques, technologiques, éducatives aussi pour certaines. Donc Sébastien, toi tu as suivi une peut-être en particulier, tu avais toute l'expérience de Proxima qui t'a permis aussi, je crois, d'accompagner les autres membres de l'équipe sur la réalisation de ces expériences. Peut-être que tu en as suivi une ou deux en particulier. Ah ben oui, bien sûr. Alors c'est clair qu'on essaie de se répartir un petit peu la tâche. Tout le monde ne travaille pas à toutes les expériences, hein. Ça serait pas très productif. Donc chacun et chacune une expérience en responsabilité. Et pour ma part, j'ai suivi en particulier le développement de l'expérience qu'on appelle la pince acoustique qui s'appelle Télémac. Alors c'est vraiment un outil très original. Hein. Moi, on voit des images d'ailleurs. Voilà. On voit, et alors si vous regardez bien, au centre, on voit un petit objet qui semble flotter au milieu de cette espèce d'outil qui ressemble à un pommeau de douche. Hein. Eh bien en fait, il ne fait pas semblant de flotter, il flotte vraiment. C'est ce qu'on appelle de la lévitation acoustique. Ces petits éléments noirs qu'on voit, ce sont des transducteurs, donc des petits éléments en fait, qu'on utilise généralement dans les radars de recul des voitures, avec lesquels on génère un signal d'ultrason non audible, et on génère grâce à ça une sorte de piège acoustique, de vortex acoustique dans lequel on peut piéger des objets légers. Alors ici au sol, on est limité par la pesanteur à piéger des objets de quelques millièmes de grammes, et dans l'ISS, on a la prétention de pouvoir piéger des objets 10 à 100 fois plus lourds, et c'est la raison pour laquelle on va en apesanteur. C'est pour pouvoir mieux comprendre ce phénomène-là avec des objets plus lourds, parce qu'on ne peut pas le faire sur Terre. Donc ça, vraiment, c'est un exemple tout à fait concret de ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire le laboratoire expérimental qui permet de faire des expériences qu'on ne peut pas faire ailleurs, qui vont générer des publications pendant des années, où on va essayer vraiment de comprendre des phénomènes de la matière, en l'occurrence, qu'on ne comprend pas bien sur Terre. Voilà, et là on voit effectivement l'image de la poignée dans sa version modèle de vol. Donc une belle poignée chromée, hein. C'est du Star Trek. Joli pommeau de douche. Là, mais bon. Voilà, et donc effectivement le laboratoire en apesanteur qui permet de tester du matériel et des expériences scientifiques qui ont été imaginées à la base dans des laboratoires de recherche. Et en l'occurrence, je salue les collègues de l'université de Sorbonne, de l'université de la Sorbonne et en particulier du laboratoire Jean Leron d'Alembert. Expérience qui a été développée là aussi d'un point de vue technique avec les industriels autour de Toulouse. Alors les choses ont fait que ce sont eux qui ont été sélectionnés pour le développement de l'expérience, et je pense à Comat pour la partie mécanique et à REMS pour la partie électronique. Donc voilà, je salue tous ces collègues. C'est une expérience, 2 ans de travail et on va dire quelques personnes au CNES et quelques dizaines de personnes autour dans les laboratoires et les entreprises qui permettent de développer le matériel. Alors est-ce que tu sais si Thomas a commencé cette expérience ou est-ce qu'elle n'est pas encore, débutée ? Elle n'est pas encore, elle est pour l'instant pré-planifiée, donc on l'a dans les plannings opérationnels. C'est pas encore totalement finalisé. On est en train de finaliser les procédures opérationnelles, c'est-à-dire en gros la procédure que Thomas va avoir sur sa tablette le jour où il va la mettre en place. Alors, et là, l'autre raison pour laquelle il n'a pas pu encore la réaliser, c'est qu'elle n'est pas partie dans l'espace. C'est qu'elle va partir demain sur SpaceX 22. Ah ben voilà. Donc demain, là je peux vous dire qu'on va le suivre. Hein. Nous on a encore pas mal de matériel qui part demain, pas mal d'expériences qui partent demain. Une partie est déjà arrivée dans l'ISS et une autre partie, une grosse partie part demain. Donc on aura les yeux rivés sur SpaceX 22 demain avec les collègues.
Et oui, donc toutes ces expériences-là, comme tu disais, elles font l'objet d'un planning bien particulier qui bouge parfois aussi en fonction des exigences, des priorités de la vie dans la station, tout simplement. Et donc ça peut bouger sans cesse. Vous savez, l'espace en général, on le sait bien ici à la Cité de l'Espace, ça peut tout le temps changer, bouger. Il faut être souple et s'adapter. Ah oui, c'est clair. Ouais, c'est une grande vertu pour nous aussi, parce que d'autant qu'on a eu quelques surprises dans le cours de développement de l'expérience. Quand on a commencé à y réfléchir, on était, on va dire, on sortait quand même bien de la mission Proxima. On est en 2017, 2018. On relance la machine pour réfléchir à de nouveaux concepts instrumentaux. Et on se projette sur l'idée que Thomas partirait à la fin de l'année 2021. Et puis d'un coup, notre programme avance, et puis on a la crise sanitaire qui arrive, qui ne vient pas arranger notre planning, et puis le vol de Thomas qui est avancé de 6 mois. Donc là, on a pris encore un coup, et effectivement, il a fallu s'adapter. Et s'adapter dans ce cas-là, ça veut dire cravacher. Donc on va voir, on va suivre, et vous allez suivre encore plus au cas de moi cette expérience-là. Il y en a d'autres autour de l'étude du sommeil, avec Dreams, autour de l'utilisation de petites trousses, de mallettes qui sont réutilisables, même comestibles. Comestibles pour certaines. Il y a une très belle opération aussi éducation, une expérience éducation absolument. avec le fameux blob, l'organisme ni animal, ni végétal, ni champignon. On va voir comment il pousse dans l'espace, et on va voir, et en impesanteur, on va suivre tout ça. Donc il y a beaucoup. Alors je regarde l'heure parce qu'on discute. On a une demi-heure pour boire notre café. Donc c'est déjà presque bientôt fini. Il doit être un peu froid d'ailleurs. Mais alors, bon, ce monde des astronautes que tu connais bien, Sébastien, tu travailles pratiquement au quotidien avec les astronautes, qu'ils soient français, européens ou même d'autres nationalités. Alors, tu les connais même très très bien parce que, bon, vous savez, alors, il sait de quoi je vais parler. Qu'est-ce qu'il va dire ? Vous savez qu'il y a l'Agence spatiale européenne recrute de nouveaux astronautes. Je le dis pour les gens qui sont à la Cité de l'Espace ici et qui nous écoutent. D'ailleurs, la nouvelle deadline pour la soumission a été reportée au 18 juin. Ouais, c'est ça, une nouvelle date limite. Tu vois où je veux en venir, Sébastien ? Je crois que tu as déjà, toi, connu une campagne de recrutement parce que tu avais toi-même postulé à la précédente, c'est bien tout ça ? Tout à fait, c'est ça, comme nombre d'entre nous, parce que sur la précédente campagne qui était en 2008-2009, on était, si mes souvenirs sont bons, 8500 personnes en Europe à avoir candidaté et près de 2000 en France. Donc c'était un bon score. J'ai pas été au bout, sinon ça se saurait. C'est moi qui serais dans l'ISS aujourd'hui. Bon, c'est pas comme ça que ça s'est passé. J'en ai aucun regret, j'en garde aucune animosité à l'égard de Thomas. Tu n'as pas dit non. Tu as fait les choses correctement quand tu étais dans zéro. Jamais tendu un piège ou quoi que ce soit. Non, mais j'ai quand même eu la chance de pouvoir être candidat et d'être officiellement candidat astronaute, puisque j'ai passé les 2 premières étapes avec succès, et puis bon, la machine s'est arrêtée ensuite, mais c'était un réel plaisir d'aller, même pas très loin, mais c'était quand même un plaisir de pouvoir recevoir un message de l'Agence spatiale européenne me disant « Vous êtes officiellement candidat astronaute ». Bon, voilà, ça s'est arrêté peu de temps après, mais c'était bien sympa. Mais c'est vrai que ce qu'on dit, pour ceux qui ont encore le temps de postuler, c'est aussi une aventure en soi, en fait, de postuler. On se découvre un peu peut-être davantage soi-même. C'est chouette. C'est sympa parce que ça permet de faire un point sur sa vie professionnelle, sur les aspirations qu'on peut avoir pour notre futur, sur ce qui nous anime en fait dans la vie. Et effectivement, tous ceux que je connais qui ont tenté leur chance, qu'ils aient été sélectionnés comme Thomas ou pas, comme la plupart d'entre nous, personne ne regrette d'avoir joué le jeu jusqu'au bout. Et au contraire même, je pense que ça aurait été au contraire très frustrant de ne pas tenter la chance. Alors quand on me demande aujourd'hui, alors dans ce cas, ça veut dire que tu y retournes, je dis non. Non, j'ai tenté une fois, ça n'a pas marché. J'avais déjà à cette époque-là atteint la limite d'âge. Alors elle a été un peu repoussée. Là. Elle a été un peu repoussée, mais enfin bon, moi, on ne va pas me la faire. J'étais déjà pas dans les clous il y a 11 ans, ça m'étonnerait que j'y sois maintenant. Donc je laisse la place aux jeunes, si je puis dire. Et en particulier, moi, mon souhait, véritablement, ça serait, c'est pas du tout dogmatique de dire ça, mon souhait, ce serait que ce soit une femme qui soit sélectionnée, parce qu'on a eu une seule femme astronaute en France, et je pense qu'il est temps de rétablir un petit peu d'équité dans ce système. Donc voilà, moi je serais vraiment ravi que ce soit une femme française. Je crois que d'ailleurs, je vois des têtes qui bougent là, à la Cité de l'Espace, dans l'auditoire que nous avons, le public, et ben oui, je crois qu'on est un peu d'accord aussi avec toi. À la Cité de l'Espace, ce serait tellement bien.
Le temps est presque déjà terminé. On va finir sur cette note-là. Postuler pour devenir astronaute. Et même si vous ne pouvez pas être astronaute, vous pouvez avoir un métier comme celui de Sébastien, instructeur d'astronautes. En vol 0G, c'est encore mieux, en fait, Alors, puisque c'est toi qui vas les entraîner. Alors, il y a les instructeurs de l'Agence spatiale européenne. Moi, je suis instructeur sur les vols de découverte. Hein, mais... Voilà, et puis préparer les expériences et être au plus près d'une passion, parce que tout ça, c'est avant tout, on n'aura pas eu le temps d'en parler, une passion pour l'espace qui date, je crois, de bien longtemps, de l'enfance. C'est clair que faire ce travail-là au sein du CNES, c'est réaliser plusieurs rêves. Hein. Le rêve lié à l'aéronautique, hein, l'envol des pionniers, tu sais ce que c'est? Oui, l'envol des pionniers, qui est un musée à Toulouse qui voilà. parle de l'histoire de l'aéropostale, les pionniers de l'aviation à Toulouse. Et moi, c'est quelque chose qui m'a fait rêver depuis que j'étais enfant. Hein. Pas seulement l'histoire du Petit Prince, hein, mais bien au-delà. Donc l'aviation, le spatial, le vol habité, l'exploration, voilà quelque chose qui nous anime au CNES, en particulier au CADMOS, et je suis vraiment heureux de participer à cette aventure, à cette grande aventure, dans cette grande famille du spatial, et en particulier de l'exploration. Ben, tout à fait. Ben, la grande famille de spatial dont tu parles, ben, c'est vous aussi qui nous regardez, c'est vous qui êtes à la Cité de l'Espace, vous faites partie maintenant de la grande famille du spatial, et on a été ravis de partager ce moment avec vous, puis avec toi Sébastien. Merci beaucoup. C'était un plaisir également. Donc, on croise les doigts pour les expériences, et puis on te retrouvera très vite à la Cité de l'Espace, j'en suis sûr. Merci beaucoup à tous, et à bientôt pour un prochain Café Alpha. À bientôt, merci, bon après-midi.